Bonsoir, Maurice Jean, dans le cadre des rencontres Scriptoblog et le retour aux sources, nous recevons aujourd'hui Francis Cousin, auteur de Lettres contre l'avoir. Bonsoir Francis Cousin. Bonsoir. Nous allons faire avec vous un rapide tour d'horizon de l'actualité, plus ou moins rapide d'ailleurs, et nous allons revenir sur un certain nombre d'événements de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et je voulais commencer par l'affaire Clément Méric, la mort de Clément Méric, et avoir votre avis sur la question. Alors, le problème, quel qu'il soit, il doit être regardé avec ce que j'appellerais une analyse des profondeurs pour ne pas être à l'écume journalistique des choses. Donc, on a la mort d'un homme, là, c'est un fait réel, et il faut regarder ça dans une trajectoire historique pour comprendre dans la longue durée ce que signifie cette mort dans la polarisation de ce qu'on dit être les antifas et les fas, etc. La mort de Clément Méric, d'abord, elle est extrêmement regrettable en tant qu'événement, parce qu'un homme de 20 ans qui décède, c'est toujours regrettable, parce qu'à 20 ans, on n'est pas soi-même. Le temps, les contradictions, les rencontres font que quelqu'un qui a 20 ans, dans des œillères, dans des ornières, est en situation de comprendre ou de ne pas comprendre, aurait pu, dans 5 ans, dans 10 ans, être tout à fait autre, et sur une trajectoire complètement différente. Donc déjà, la mort d'un être de 20 ans, c'est quelque chose d'extrêmement fâcheux, et c'est quelque chose d'extrêmement triste. Alors après, il y a le rapport social qui fait que Clément Méric a malheureusement décédé. Et Clément Méric, il est, comme toute une série de gens qui sont dans cette mouvance, à la fois très loin de l'histoire réelle et très proche d'embrigadements massifs qui font que justement dans le cadre de la société capitaliste qui est structurée sur l'indistinction, tout est regardé à l'envers, tout est écrit à l'envers, parce que le fétichisme de la marchandise a précisément pour objet et pour fonction de renverser le réel. Tout ce qui est vrai devient faux, tout ce qui est faux devient vrai. C'est ce que Hegel, Marx et toute une série de groupes maximalistes et radicaux nous ont appris à voir. Donc Clément Méric, étudiant de Sciences Po, lieu massif de normalisation et d'abrutissement au crétinisme de la marchandise et au conformisme, croit être radical parce qu'il est antifa. L'antifascisme, c'est quelque chose qui a émergé dans les années 30, et c'est quelque chose qui a tout de suite été dénoncé par les groupes radicaux qui ont considéré que l'antifascisme était le pire produit du fascisme. Comme aujourd'hui, l'antiracisme est le pire produit du racisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la trajectoire que Marx a positionnée au sein de la Première Internationale et dans les groupes radicaux qui ont suivi, l'idée radicale essentielle, c'est qu'il ne s'agit pas d'amender et d'améliorer l'esclavage salarial, mais de le détruire. Qu'il ne s'agit pas d'amender et d'organiser autrement la domination étatique, mais qu'il s'agit de la détruire. Et contre la social-démocratie qui allait naître, contre le bolchevisme, vision simplement réformiste, armée et un peu plus musclée de la social-démocratie, Marx, dans les années 80, a dit « Je ne suis pas marxiste. Je n'ai rien à voir avec le parlementarisme, le syndicalisme et l'amélioration de la prison marchande. Je suis sur une trajectoire radicale pour détruire la société de l'avoir et pour mettre en marche l'émergence de la communauté de l'être. » L'antifascisme a pour présupposer l'idée qu'il ne s'agit pas de détruire l'État, qu'il ne s'agit pas de détruire le salariat, mais qu'il existerait des fractions capitalistes plus dangereuses que d'autres. Et l'idée mythologique, cette gigantesque schizophrénie, c'est que le fascisme est le pire ennemi. Le fascisme est le pire ennemi. Et c'est cette mythologie-là qui, en particulier, dans la réalité des luttes de classe, pas dans la mythologie que les petits étudiants de la crétinisation universitaire imaginent, mais dans la réalité. L'antifascisme, dans son lieu d'expression symbolique, c'est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, no pasaran, no pasaran, no pasaran. La guerre d'Espagne, c'est l'enfermement des luttes prolétariennes radicales dans l'antifascisme pour mettre les prolétaires radicaux au cul des fractions de la bourgeoisie la plus rétrograde qui va les massacrer. À Barcelone, en 1937, les ouvriers barricadiers qui veulent détruire l'argent, qui veulent détruire l'État, sont massacrés par les milices antifascistes, la garde civile, les partis républicains et les partis antifascistes. Franco va arriver après, mais le nettoyage aura été fait
Toutes les communes ouvrières, toutes les communes agricoles d'Aragon, du Pays de Valence, où on avait commencé à abolir l'argent et où on avait construit l'émergence d'une communauté humaine, ont été massacrées par le camp républicain et son fameux drapeau antifasciste. Donc il faut bien comprendre que la fonction de l'antifascisme, c'est de détruire les luttes ouvrières radicales pour les amorcer, les enfermer et les attacher à l'appareil d'État. L'antifasciste est quelqu'un qui remplit la fonction de supplétif de l'appareil étatique du capital. Comment avez-vous jugé la couverture médiatique de l'événement ? La couverture médiatique de l'événement, elle est fantastique, parce que face au fascisme, on ne pense pas. Et face au fascisme, on ne doit pas penser. Les groupes radicaux, qui dans les années 30 se battaient pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État, au moment où les rages émeutières barricadières d'Espagne sont survenues, se battaient pour la fraternisation contre les deux camps. Fraternisation contre les deux camps. Moi, je vais discuter avec des gens d'extrême gauche, je vais discuter avec des gens d'extrême droite. Mon ennemi, c'est le fétichisme de la marchandise. Ce ne sont pas les êtres en chair et en os, à travers leurs limites, leurs contradictions, leurs inconnaissances ou leurs insouciances. Tout être humain participe d'une humanité qui m'intéresse, et je rencontre tout être humain, quel qu'il soit, pour avoir une relation d'humanité à lui. Ce qui est très intéressant, c'est que la paranoïa policière, la schizophrénie militaire du capital, rentre et absorbe tous ces groupes antifa, chasseurs de faf. Je suis chasseur de faf. Il y en avait, ils étaient chasseurs de nazis. Ils ne se battent pas pour détruire la marchandise, l'État et l'argent. Ils se battent contre le fascisme. Mais depuis 1945, toutes les grandes industries massacrantes de la modernité, elles sont démocratiques. Les millions, je veux dire que l'antifascisme, l'antiracisme, les antifas, quand Kadhafi a été écrasé dans le cadre d'une restructuration géopolitique, et que les Noirs se faisaient lyncher en Libye, a-t-on entendu les antifas et les antiracistes dire « tous ces Noirs lynchés en Libye, c'est du scandale ». Non. C'est toujours de l'antiracisme de commande, et c'est toujours de l'antifascisme sur un regard dévoyé et spécifiquement aliénatoire. Donc, il faut bien comprendre que l'antifascisme de théâtre, l'antifascisme policier mis en scène par les ministères du fétichisme de la marchandise, structure cinématographique de dérivation de leurre, comme le terrorisme est un leurre dans le cadre de la stratégie de l'attention. Justement, nous y reviendrons tout à l'heure. C'est une stratégie d'évitement. Donc, aujourd'hui, dire « je suis antifa », alors que le fascisme est mort structurellement depuis 1945, et que de la guerre du Vietnam, en passant par les millions d'enfants irakiens massacrés, tous les massacres qui sont positionnés dans la réalité historique contemporaine sont démocratiques, c'est non seulement ne rien comprendre, mais c'est montrer qu'on est un valet du capitalisme. Ouais, un peu comme ceux qu'on veut désormais perpétrer en Syrie. Mais bien sûr, bien sûr. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le projet radical défendu par Marx et Engels contre la social-démocratie, contre le bolchevisme qui allait suivre, il tient en une formule très forte suite à la compréhension des massacres démocratiques de juin 1948. Les massacres de juin 1948, ce n'est pas des fascistes qui massacrent le prolétariat de juin 1948. C'est la démocratie du progrès de la marchandise. La Commune de Paris, c'est la même chose. Et en Espagne, le gouvernement républicain d'Azania dans les années 30, de gauche, a cassé les grèves, a massacré. On oublie que Franco a été mandé par la République pour massacrer les mineurs asturiens en 1934. On oublie que Pinochet faisait partie du gouvernement Allende et qu'il faisait le boulot qu'Allende avait commencé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose dont le système du fétichisme de la marchandise a peur, c'est la conscience radicale, anti-marchande, anti-étatique, qui dit « je ne veux pas améliorer le salariat, l'esclavage salarial, je veux l'abolir ». Et tous ces gens-là qui nous disent « antifa, antifa », qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent « ah ben l'abolition du salariat, on verra plus tard ». Antifa, antifa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la crise du capital en France est en train de déstructurer l'intégralité des vies humaines, des vies individuelles, des vies collectives. Aujourd'hui, on devrait imaginer qu'il y ait des chasseurs de Hollande, qu'il y ait des chasseurs de Hérault,
qu'il y ait des chasseurs de Parisot, qu'il y ait des chasseurs de toute cette clique capitaliste qui est en train d'organiser un surservage contemporain. Être antifa, ça coûte pas cher, ça plaît au ministère de l'Intérieur et ça permet d'organiser de grandes dérivations pour que les problèmes ne soient pas posés. Marx parlait pas de l'homophobie, Marx ne parlait pas de l'antiracisme, il savait que c'était des leurres capitalistes. Comme vous le dites, l'antifascisme est une diversion, un dérivatif, comme l'est également la guerre au terrorisme. La guerre au terrorisme, c'est la même chose. Dans la mouvance antifa, puisqu'on parlait des antifas, il y a cette mouvance Péry, Para, Action Directe, Jean-Marc Rouillant. Bon, tout le monde sait que le réformisme armé de l'ultra-gauche du capital a toujours été sous contrôle. On n'a pas assassiné Georges Besse et on n'a pas assassiné Audran pour d'autres raisons que ces gens-là, aujourd'hui, à l'époque de leur mort, représentaient... Voilà. À l'époque où Audran et Besse ont été assassinés, ils représentaient une symbiose irako-française qui prônait la mise en marche d'une expérience nucléaire irakienne. Et à l'époque de Fabius, il y avait effectivement des infiltrations étatiques de haut niveau. Il y avait à l'époque une alliance israélo-iranienne pour effectivement évincer Besse et Audran. Jean-Marc Rouillant et les pantins policiers d'Action Directe ont servi de masse de manœuvre à des services qui ont effectivement liquidé un clan capitaliste pour assurer à un autre clan capitaliste une mainmise supérieure. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les Brigades Rouges des années plus tard en Italie disent avoir été conscients d'avoir été les jouets et les marionnettes de Kissinger, par exemple. Bien sûr. Le terrorisme, alors justement, tous ces groupes radicaux dans la mouvance du Marx, radical de la Première Internationale, que l'on retrouve dans les années 30, dans les années 50, que l'on retrouve dans toute une série de mouvances autour de Guy Debord, ont été les premiers conscients et les premiers radicaux analystes du fait que la stratégie de l'attention signifiait que tout acte terroriste d'envergure est un acte étatique. C'est-à-dire à la gare de Bologne, l'ensemble de toute cette stratégie de l'attention qu'a connue l'Italie, elle avait deux objets. Il fallait d'abord empêcher l'Italie d'avoir une position géopolitique neutraliste, donc il fallait tuer, casser ce qui permettait une évolution non alignée de l'Italie, et dans le même temps, on avait une grève sauvage radicale dans les usines italiennes. Il faut se rappeler que, postérieurement aux événements de mai 68, qui ont été très forts en France, qui ont été très forts en Italie, malgré les services d'ordre de la gauche et de l'extrême gauche du capital, qui voulaient cadenasser les ouvriers dans un enfermement usinier, il y avait des mouvements de radicalité profonds, et le terrorisme en Italie a aussi servi à casser ces luttes, parce qu'effectivement, dans une union sacrée antiterroriste, toute pensée critique était en situation de pouvoir être policée et policièrement réprimée. Justement, avec quelques semaines désormais de perspective et de recul, je suppose que vous ne changeriez pas une ligne de votre article sur le spectacle de Boston, si vous pouvez en dire un mot. Le spectacle de Boston, c'est comme le spectacle de Merat, c'est comme tous les spectacles étatiques terroristes. J'ai coutume de rappeler qu'ayant eu la chance de travailler sur un certain nombre d'archives de la mouvance terroriste anarchiste en France au début du siècle, à l'époque d'un contrôle policier, administratif, artisanal et rudimentaire. Le ministère de l'Intérieur et Clémenceau étaient dans les 48 heures renseignés sur tout projet ou agissement à venir. Aujourd'hui, à un niveau de contrôle électronique, systématique, universel, où les portables, où les messageries, où tout est sous contrôle, effectivement, un acte terroriste d'envergure ne peut pas avoir lieu autrement que directement programmé ou directement soutenu par l'appareil étatique du mensonge capitaliste. Et le spectacle de Boston, quand on remonte un peu sur les filières tchétchènes et la manière dont ces filières sont complètement maquées par la CIA, de la même manière que Merat était complètement maqué par la DCRI, il faut se rappeler, comme le disait Marx, que la conscience révolutionnaire est d'abord un acte d'intelligence, un acte d'élucidation, et que derrière le spectacle d'ombre, il y a la réalité objective des tireurs de ficelles, c'est-à-dire les services étatiques de la manipulation capitaliste. Et alors, les récentes découvertes et
les récentes affirmations autour du logiciel Prism de la NSA et la révélation de Snowden. C'est exactement la même chose. Il faut se rappeler que George Orwell n'a pas écrit 1984 parce qu'il aurait créé une fiction poétique ou une imagination littéraire ou lyrique. George Orwell, comme les fameux barricadiers de 1937 qui vont s'affronter aux milices républicaines antifascistes, qui vont les casser, avec Simone Veil, avec toute une série de gens, voit la réalité de la manipulation. En 1937 à Barcelone, les ouvriers radicaux qui veulent abolir l'argent sont dénoncés comme fascistes et alliés de Franco comme cinquième colonne. Des dirigeants du POUM seront massacrés, alors que le POUM n'est pas un mouvement extrêmement révolutionnaire, mais il a le tort d'essayer de le couver un peu. Donc Andrés Nin sera assassiné, des militants anarchistes italiens comme Berneri seront exécutés. Autrement dit, le rouleau compresseur du mensonge étatique dans la zone républicaine montre, par la mythologie antifasciste, par la mythologie du téléécran démocratique, que la pire des dictatures, c'est la dictature démocratique du spectacle de l'argent. Orwell prend des notes, Orwell comprend, et on ne peut pas comprendre 84 si on ne comprend pas Hommage à la Catalogne. Hommage à la Catalogne est en quelque sorte... La ferme des animaux. Ou la ferme des animaux, mais surtout Hommage à la Catalogne, parce que Hommage à la Catalogne, il montre d'une manière claire et nette l'horreur de la manipulation démocratique, du terrorisme et de la réécriture policière. Et c'est à partir de là qu'il écrit 84. Alors bien évidemment, 84, c'était aussi le capitalisme d'État rudimentaire des pays de l'Est, mais c'est surtout, et par essence, la plasticité moderne du capitalisme libre d'aujourd'hui. Et il faut comprendre que le télécran, Big Brother, la surveillance absolue, ça n'est pas une structure de domination externe, c'est une imprégnation technologique et permanente de chacune de nos âmes, de chacun de nos imaginaires. Donc, aujourd'hui, 1984 est réalisé parce que la dictature démocratique de la marchandise s'est enfin étendue à l'horizon universel de toutes nos réalités humaines. Je voulais revenir avec vous un instant sur les accusations qui ont été portées contre la Syrie d'utilisation d'armes chimiques. Alors, on est exactement dans le même cas de figure clownesque et carnavalesque de Powell arrivant à la tribune de l'ONU avec ses petites fioles, avec sa fiole d'anthrax. Mais alors, ceci dit, là, moi je mettrais un bémol, il faut bien évidemment dénoncer les manipulations, mais je fais partie d'un courant radicaliste. Donc, j'abomine la dictature mondiale de la marchandise qui passe par l'impérialisme américain du mensonge universel, mais cela ne peut pas me conduire à soutenir les capitalistes soumis qui voudraient devenir des capitalismes souverains. C'est-à-dire que je dénonce l'intégralité des mensonges qui ont été construits sur l'Irak, qui peuvent être construits sur la Colombie ou le Venezuela, qui sont construits sur l'Iran ou la Syrie, mais ça ne peut pas produire en moi une confusion-fusion avec la classe capitaliste syrienne ou avec la classe capitaliste iranienne. La conscience radicale dit à bas tous les États, à bas tous les gouvernements, à bas tous les mensonges financiers, à bas tous les esclavages économiques. Donc je dénonce la manipulation américaine sur la Syrie, mais non pas pour défendre la classe capitaliste syrienne. Parce qu'il y a un prisme narcissique, pathologique. Les gens ont besoin, et irrépressiblement besoin, de participer à la scène de l'histoire, telle que là, elle s'organise. Et il faut être reconnu et soutenir ce qui existe. Donc on voit des gens, par exemple, sous prétexte que l'Amérique est une abomination, soutenir Cuba ou soutenir Chavez. On peut dénoncer radicalement l'ordurier de l'impérialisme américain sans tomber dans l'illusion qu'il y a des classes capitalistes qui sont meilleures que d'autres. Il y a simplement des classes capitalistes qui n'ont pas les moyens technologiques et sociaux d'être montées à un plus haut niveau. Mais on ne doit pas choisir les petits exploiteurs contre les grands exploiteurs. On doit dire à bas toutes les exploitations. D'ailleurs, dans Lettres contre la mort, vous parlez souvent d'être anti-politique. Voilà, anti-politique. Marx, que je ne dise pas de bêtises, ça doit être l'introduction au manifeste communiste de 1872, enfin peu importe. C'est la deuxième introduction qui vient après la guerre civile en France et après la Commune. Et il dit aujourd'hui, on ne peut plus écrire le manifeste de la même manière, parce qu'il faut clairement énoncer
que la commune, au sens de la communauté de l'être, par laquelle l'humanité s'émancipe de toute servitude, est anti-étatique. Elle est anti-étatique. L'État est une structure capitaliste par essence. Donc, les fascistes, les trotskistes, les libéraux, les socialistes, les souverainistes sont tous prisonniers d'une même maladie mentale. Ils voudraient une banque, ils voudraient un État, ils voudraient une économie différente. Marx dit non, il faut abolir l'économie, il faut abolir la politique et retrouver la communauté humaine du produit humain. À votre avis, est-ce qu'il faudra passer par des étapes intermédiaires? Alors, c'est-à-dire pour passer de la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire de contrôle total dont nous parlions tout à l'heure, et d'autocontrôle également total, à une situation d'abolition du salariat, d'abolition étatique, alors, pour retourner vers la communauté. Marx a écrit un texte qui est très important, qui s'appelle « La critique du programme de Gotha », qui est tout entier sur cette phase de transition. Et c'est ce texte qui a permis aux bolcheviks, en le falsifiant totalement, de construire une étape de transition capitaliste. Marx dit, entre l'abomination capitaliste du salariat et de l'État contemporain et le communisme réalisé, la communauté de l'être qui retourne à elle-même, il y a une phase de transition. Mais cette phase de transition ne peut pas être dans le capital, contrairement à ce qu'ont fait les bolcheviks, qui ont finalement étatisé le salariat dans un gigantesque camp de concentration. L'étape de transition n'est pas la communauté de l'être, totalement réalisée, mais ça n'est plus du tout la société de l'avoir. C'est donc une étape de transition où les conditions d'abolition de l'argent sont posées par des redistributions, par des mises en marche de communes, de coopération et de fédérations qui font que d'emblée, on rompt avec le diktat de la valorisation, de la vente et de l'échange. Existerait-il encore aujourd'hui, selon vous, dans le monde, des lieux, des espaces, des communautés qui correspondraient à ça, à la communauté de l'être? Alors, la communauté de l'être, elle a existé pour tous les hommes de la Terre au Paléolithique. Elle a commencé à se dissoudre au Néolithique, avec cette révolution, entre guillemets, pré-capitaliste des stocks agraires qui ont mis en marche une dialectique de prévalorisation, de troc et d'échange. Et elle s'est étendue progressivement à la totalité de la planète. Il est bien évident que l'extension a été inégale, et elle s'est faite dans des temps et des espaces différenciés et différenciants. Par exemple, l'Europe au XVIIe siècle est déjà dans une situation qui va permettre la révolution capitaliste de 1789, et on a déjà basculé dans une modernité effrayante, mais on trouve par exemple chez les Iroquois, chez les Sioux, chez les Cheyennes, toute une série de communautés qui subsistent. Et il subsistera jusqu'à la fin du XXe siècle, en Amazonie, aux confins du Cachemire et de l'Inde, des communautés. En particulier, bon, il y a les Hunza au niveau du Cachemire, il y avait les Guayakis en Amazonie, c'est-à-dire des communautés où la pathologie du pouvoir n'existait pas, où le suicide, la pédophilie, l'inceste, la meurtrissure de l'autre, la volonté de domination, la volonté d'écrasement n'existait pas parce que l'homme était dans un rapport d'accueillement de l'autre. Alors aujourd'hui, malheureusement, les quelques tristes restes portent déjà des t-shirts. La plupart du temps, la canette de coca n'est pas loin. Donc, le grand balayage qui s'était mis en marche est quasiment réalisé parce qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui de terre où l'argent n'a pas pénétré, asservi et vassalisé. Et c'est ce que vous démontrez très bien dans l'être contre l'avoir. Selon vous, la société de l'avoir entraîne inéluctablement un certain nombre de perversions, de dépravations, de destruction méthodique de l'humanité et de l'humain, et crée tout un tas de pathologies, donc vous citiez le suicide, la dépression, des perversions sexuelles en tout genre. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un mur où finalement on va toujours les franchir tant que justement cette société de la mort ne sera pas effondrée? Ce que montre bien Marx, à la fois dans les manuscrits de 44 ou dans un texte très intéressant qui est peu connu, qui s'appelle « Études sur le suicide de Peuchet », il montre que le système capitaliste, c'est pas un système économique de stockage, c'est un système de vampirisation historique. C'est-à-dire que la marchandise, c'est un processus d'indistinction, de fétichisation. La chose se fait nature et la nature se fait chose. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à l'apothéose de la dictature absolue de la démocratie marchande, l'homme devient un hors-sol pathologique. Une réification de l'homme. Une réification totale de l'homme. C'est-à-dire que entre la communauté de l'être
et le capitalisme absolu réalisé, il y a eu des sociétés de l'avoir où l'argent s'étendait. L'homme était aliéné, l'homme était domestiqué, mais il gardait quelque part toujours un contact de terre, un contact de naturalité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a créé la schizophrénie mégapolitaine de l'ordre marchand, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de devenir des hors-sol absolus. Et la loi sur le mariage gay, ce qui est très intéressant, c'est que la loi sur le mariage gay, qui est l'apothéose de la théâtralité marchande, est soutenue par toutes les faunes gauchistes et libertaires qui font référence, soi-disant, à un autre socialisme, et ils ne comprennent pas que cette émancipation narcissique du sujet humain mécanique représente l'apothéose de la marchandise. Pour eux, l'apothéose de la marchandise est en quelque sorte une liberté. Mais la liberté, c'est l'esclavage. Marx ne dit pas qu'il faut libérer l'humanité. Il dit qu'il faut que l'humanité retourne à l'être. Le propre de la liberté, c'est le despotisme. Le concept de liberté, c'est le despotisme de la marchandise. Et Marx dit, chaque fois qu'on libère l'homme dans la marchandise, c'est pour le casser de sa naturalité et pour le réifier encore davantage. Donc aujourd'hui, comme le dit Pierre Berger, émérite représentant de la classe capitaliste la plus moderne en mouvement, celle où se rejoignent toutes les circonvolutions et les jongleries modernistes des antifas, des anti-homophobes, etc., Pierre Berger nous dit « Il est normal que les ouvriers vendent leurs mains, il est normal que l'on vende les ovaires et les utérus. » Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gauche et l'extrême gauche sont le laboratoire de recherche du capital. La gauche et l'extrême gauche sont l'avant-garde absolue de la pathologie moderniste du capital. Et la droite ne revient jamais sur ce que la gauche a mis en mouvement. La gauche, c'est le laboratoire de recherche. La gauche est le laboratoire de recherche du capital, elle est le stade suprême du capital, et c'est elle qui permet de donner à ce qui est le plus dévastateur au niveau humain une auréole d'humanitude. C'est pareil pour l'immigration. Marx a travaillé énormément, en particulier sur l'armée de réserve. Alors l'armée de réserve, ce ne sont pas que les immigrés. Il explique très bien dans la fameuse section 7 du Capital, livre 1, qui s'appelle la loi de l'accumulation capitaliste, qu'il y a toujours une surpopulation relative. Cette surpopulation relative, plus le capital s'étend, plus elle touche les problèmes d'immigration, parce que l'immigration devient le cœur de valorisation du capital. C'est pour ça que Marx a cette formule précise. Il dit, à ce moment-là, on remplace un homme par 2 femmes. À ce moment-là, on remplace un Yankee par 2 Chinois, etc., etc. Autrement dit, la mise au travail des femmes, qui nous est présentée comme une libération, est une libération capitaliste, puisqu'elle crée cette surpopulation relative qui permet de casser le coût du travail. La mise en marche ensuite de l'immigration, elle remplit cette fonction-là, mais elle remplit aussi une autre fonction bien plus décisive. Marx, à la suite de Hegel, a toujours opposé les continents immobiles d'une servilité constamment reproduite, telle qu'on la voit en Orient ou en Afrique. En Orient ou en Afrique, il y a des jacqueries, il y a des insurrections paysannes, il y a des conflits, mais jamais jusqu'au point où une conscience dit « à bas l'argent, à bas l'État ». Ce sont toujours des consciences, quand elles sont radicales et en mouvement d'insurrection, pour transformer le pouvoir. Mais le pouvoir demeure l'horizon indépassable. La Commune de Paris, la radicalité incendiaire européenne, elle découle d'un cosmos particulier, dit Engels, qui vient des invasions germanies, parce que quand on est passé des vieilles communautés de lettres à la société de l'avoir, dans les terres d'Orient, on y est passé par le despotisme oriental qui a enfermé les gens dans des structurations étatiques. Le grand point spécifique de l'Europe, c'est qu'à la mort de l'Empire romain, les invasions germaniques ont fait se répandre sur la totalité du continent européen des tribus et des clans qui conservaient une relation extrêmement forte au communisme de la terre, au communisme ancestral, au communisme de la sacralité. Voilà. Et le continent européen a été le continent d'un incendie permanent, à travers des jacqueries paysannes constamment reproduites, qui ensuite ont transmis le flambeau à la conscience ouvrière, parce que qu'est-ce qu'un ouvrier? C'était des paysans chassés de leurs communaux par la révolution capitaliste démocratique, et ils partaient dans le camp de concentration usinier urbain. Mais il y avait une transmission radicale et critique. Vous parliez de philosophe Simone Veil tout à l'heure, d'ailleurs, dire ces journaux d'usine là-dessus.
Là, c'est très intéressant. On le voit très très bien. Et alors, ce qui est décisif là-dedans, c'est que la compréhension communiste radicale de l'abolition de l'argent et de la destruction de l'État, telle qu'elle émerge dans la Première Internationale, elle n'émerge que là, en Europe, sur cette base-là. Et les grands incendies sociaux des années 20, des années 30, des années 60 ont foutu une trouille bleue au patronat. Il suffit de lire les textes de Bouygues, les textes de Pompidou. Et en 68, le capital, malgré les efforts absolument fous de la gauche et de l'extrême gauche du capital, ses alliés objectifs de flics d'entreprise, a eu un mal fou à remettre les gens au boulot. Segui s'était fait huer. Donc il y avait une radicalité qui posait problème, et cette radicalité qui posait problème, elle a reposé la problématique de Hegel et de Marx. Il faut substituer aux populations de la radicalité cosmologique européenne communiste des populations qui, par leur histoire, qui, par leur tradition, sont des populations de souplesse et de soumission. Alors bien évidemment, dans les groupes radicaux, on a toujours tous connu un camarade africain ou un camarade maghrébin. Mais il n'était pas dans ces groupes radicaux parce qu'il avait emporté sa part de continent oriental. Il était justement dans ces groupes-là parce que sur une base humaine radicale, il avait rompu avec ce que Barthes s'appelle la passivité endémique des soumissions orientales. Donc le patronat a très bien compris, parce qu'il n'y a pas de complot, c'est une immanence aliénatoire. Il a compris que pour ne plus avoir de grève dure, radicale et communarde, pour tuer le sujet communard européen, il fallait organiser le grand remplacement. Et le grand remplacement, il a pour objet... Alors, il y a un certain nombre d'auteurs qui disent « Ah, le grand remplacement, le capital veut éliminer les blancs. » Non, le capital ne veut pas éliminer les blancs, il s'en fout des blancs. Et d'ailleurs, il élimine pas les jaunes. La servilité orientale des Japonais est telle qu'il n'y a pas besoin de faire venir des ouvriers immigrés. La plasticité soumise des Japonais suffit. Il y avait en Europe un continent européen de lutte de classe radicale et il fallait le faire disparaître. Donc, on organise ce grand remplacement. Pourquoi on organise ce grand remplacement? Parce qu'à la banlieue radicale des émotions et des colères ouvrières, maintenant, c'est substituer la banlieue de la thune. Il n'y a aucune comparaison possible entre les incendies sociaux radicaux qui disaient abolition du salariat et les émeutiers de la thune qui brûlent des bagnoles parce qu'ils défendent une économie souterraine ou qui veulent un petit peu plus de ceci ou un peu plus de cela. Les ouvriers radicaux des années 60 disaient « à bas la marchandise », les émeutiers de banlieue disent « vive la marchandise ». Donc il y a un regard simple. Si il existe une relation d'amour absolue et folle entre Laurence Parisot et l'immigration, entre le MEDEF et les chartes de la diversité, entre le MEDEF et tous les patronats éclairés pour nous louer la diversité et la discrimination positive, c'est bien que c'est le cœur stratégique du capital. C'est le cœur stratégique du capital. Monsieur Thiers a fait fusiller le prolétariat parisien. La gauche du capital, aujourd'hui, entend le faire disparaître démographiquement. Et c'est la même chose, et Marx l'avait très très bien compris quand il travaillait en particulier sur les problèmes irlandais et anglais, dans le cadre des conflictualités qui pouvaient exister dans les luttes de classe éventuelles qui avaient lieu à ce moment-là. L'armée de réserve aujourd'hui, l'immigration, est le cœur stratégique pour casser la lutte des classes. Et on le voit aujourd'hui, c'est très très clair. Je veux dire que quand un homme en banlieue est d'origine immigrée, il veut des milliers de choses, sauf l'abolition du salariat. Alors, dans le même temps, l'ouvrier européen le veut aussi de moins en moins. Parce que non seulement on a fait sortir... La soumission à l'ordre marchand, etc. Voilà, c'est-à-dire que l'immigration, c'est pas simplement d'avoir fait venir des immigrés, c'est d'avoir fait migrer la conscience ouvrière hors d'elle-même. On a fait sortir l'histoire de la conscience ouvrière européenne, et on a fait sortir l'histoire ouvrière de la conscience de l'histoire. Donc aujourd'hui, on est au degré supérieur de la démocratie, c'est-à-dire à la liberté despotique absolue de l'argent et de la marchandise. Tout est vassalisé, et même les intimités, les intériorités les plus fortes que nous avons en nous sont aujourd'hui sous sujétion. Pour changer de conversation et de sujet, comment interprétez-vous les événements en Turquie de la post-Taksim? Est-ce que c'est une énième révolution de couleur à la George Soros? Est-ce que c'est un peu différent? Est-ce que c'est une partie de la population turque ou de la bourgeoisie stambouliote
qui veut faire payer Erdogan un certain nombre de C'est choses. tout en même temps. Est-ce que c'est tout ça en même temps? Est-ce Oui. que c'est même une partie de la population turque qui veut lui faire payer sa politique à l'égard de la Syrie? C'est Comment tout, voyez-vous les c'est choses? tout en même temps parce que l'accélération historique du capital en Turquie a été à la fois extrêmement forte, mais extrêmement forte sur la totalité du champ social, tel qu'elle a transformé de fond en comble la société turque, mais tout en même temps, c'est l'autre dimension, parce que ce grand bouleversement de la société turque a laissé des pans entiers de la traditionnalité turque encore intacts. Donc on a un capital moderne ambivalent en Turquie qui fait que c'est à la fois des luttes sociales, c'est à la fois des luttes religieuses, c'est à la fois des luttes irrédentistes, mais là encore, il faut se rappeler que le cœur du capital, c'est l'Europe. C'est-à-dire que même si les périphéries bougent, même si les périphéries se mettent en situation de tempête ou même d'incendie, le cœur stratégique du capital, c'est l'Europe, parce que le cœur de la valorisation, le cœur de la contradiction, valorisation, dévalorisation, ce qui fait le cœur de l'émergence cataclysmique de la crise, c'est effectivement l'Allemagne, la France, l'Italie. C'est là que tout se joue, à la fois par les degrés de concentration de la contradiction entre le capital et ses obstacles, et en même temps, c'est là que se joue la réémergence possible d'une véritable conscience de classe, parce que c'est ça dont a peur le capital. Le jour où la classe ouvrière en Europe se met en mouvement. Vous poser, est-elle encore possible? Ou justement, cette émergence, une nouvelle insoumission, une nouvelle insurrection est désormais pratiquement impossible, du fait du cadenassage dont vous parliez tout à l'heure, notamment des forces de gauche? Alors, les forces de gauche cadenassent, mais les forces de gauche sont très érodées, elles sont très monétisées, et on voit que même sur la malheureuse affaire Méric, les dérivations tiennent peu de temps. Là, on est dans le cœur du sujet. Le gouvernement Hollande va mettre en marche, en termes de restructuration, en termes de délocalisation, en termes de plan de réajustement de retraite, un gigantesque travail de dévastation qui sera sans commune mesure avec ce que Sarkozy avait déjà mis en marche. Oui, on l'a déjà vu avec les Réunis d'ailleurs. Donc là, il va y avoir effectivement des éléments absolument incroyables de démonétisation. Alors on voit dans les scrutins électoraux la masse montante de l'abstention, c'est que ce système aujourd'hui ne repose plus sur rien. Et c'est précisément parce qu'il ne repose plus sur rien que quand un système qui ne repose plus sur rien doit encore davantage dynamiser les théâtres de mystification et de leurre. Le mythe de l'antifascisme, le mythe du terrorisme. Nous aurons prochainement des attentats terroristes téléguidés par l'appareil étatique, parce que quand effectivement la dévastation financière risque de faire renaître la lutte des classes offensive d'un prolétariat combattant et compréhensif, il faut faire diversion, il faut aveugler. N'oublions jamais que le terrorisme aveugle. S'il est aveugle pour ceux qu'il veut aveugler, il sait très bien, lui, les yeux ouverts, quand il veut aveugler, de quelle manière il veut le faire. Sans se lancer dans la prospective ou dans la divination, dans les formules divinatoires, mais quelle forme ça pourrait prendre cette fois-ci, ce terrorisme dont on a eu Breivik en Norvège, on nous a fait Nera en France, on nous a fait la filière tchétchène à Boston. Le prochain épisode, c'est quoi? C'est le travail terroriste est toujours proportion des contradictions sociales en mouvement. Donc ça peut être un attentat mesuré, ça peut être un attentat massif, c'est en fonction des événements. Et c'est pas un hasard si les attentats gigantesques comme Bologne en Italie ont eu lieu dans les moments où l'incendie social était le plus fort. On pourrait dire que... Alors, je mets de côté l'attentat du 11 septembre, qui est un attentat de restructuration géopolitique, parce qu'il y a des mystifications terroristes de portée internationale dans le cadre de restructuration géopolitique, comme par exemple les Américains ont inventé le coup des torpillages du Tonkin pour pouvoir attaquer le Vietnam du Nord. Bon, ça c'est un terrorisme géopolitique de type international. Mais au niveau des actes terroristes nationaux, par rapport à la réalité des luttes de classe qui posent problème, il est évident, comme pour Bologne, toute proportion gardée, que si demain, malgré la CGT, malgré les gauchistes, les usines deviennent incontrôlables,
on aura des attentats massifs. D'abord, l'État n'est pas une structure homogène. L'État, c'est pas une pièce fermée avec des gens qui décident. L'État, ce sont des sédimentations successives, avec des contradictions, des oppositions. Il n'y a pas un regard unifié. Ce que Marx nous a appris, c'est que l'appareil d'État, c'est un appareil pluriel, diversifié et antithétique. Donc, à chaque fois qu'une partie de l'appareil veut aller dans un sens, il y a une partie de l'appareil qui veut aller dans un autre. Vous parliez de l'affaire Méran, on l'a vu d'ailleurs, on a eu affaire à une guerre de service. Bien sûr. Finalement, entre la DCRI, la DGSE, une partie des sections antiterroristes, on voit clairement qu'il y a eu une guerre de service lors de cette affaire. Alors, ce qui unifie l'État, malgré ses oppositions et ses tiraillements, c'est la pression. C'est-à-dire que là, pour le moment, le risque social est en train de monter. On sait que dans toute une série d'usines, ça chauffe, mais les appareils de contrôle de gauche et gauchistes fonctionnent encore. On l'a vu pour PSA. PSA, on a tout fait pour que la lutte reste enfermée à l'usine. Ça rappelle ce que disait Léon Blum en 1936. Il disait « les usines occupaient les ouvriers, les ouvriers occupaient les usines, mais les usines occupaient les ouvriers. » C'est-à-dire que quand une lutte émerge, le boulot stratégique des syndicats, de leurs valets de gauche et d'extrême gauche, c'est l'isolation. C'est l'absence d'unification, c'est l'absence de délocalisation mentale, physique et sociale. Alors, on a vu que les gauchistes criaient un peu sur la CGT en disant « mais oui, vous freinez, vous isolez ». Et c'est un jeu de dupes, parce que les uns comme les autres, comme le disait Marx, sont les partis de la conservation du salaire. Leur objectif, c'est que le salarié demeure enfermé dans la prison salariale, sociale et mentale, pour que la lutte qui commence par « j'ai plus de boulot » ne devienne jamais « mais qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que pourrait être une autre existence ?» Donc cloisonner mentalement, socialement et géographiquement les luttes, pour pas qu'elles débouchent sur, par la délocalisation, un cassage des murs de l'usine, de l'entreprise. Empêcher que les entreprises se rencontrent. Et durant toutes les luttes que le mouvement ouvrier a connues, les syndicats, la gauche et les gauchistes, ont répandu le mensonge suivant lequel, ici, il n'y avait plus de lutte alors qu'il y en avait une, que c'était pas la peine de rentrer en relation avec ceux-là, parce que ceux-là avaient déjà fini. C'est-à-dire que les barbelés syndicaux et politiques ont d'abord pour objet d'isoler la lutte. Isoler la lutte de telle sorte qu'elle meure. En plus d'isoler la lutte, on a l'impression aussi très nette de masquer une partie de la vérité. Vous parliez de PSA, le syndicaliste très médiatique de la CGT a tout fait pour cacher la part importante des ennuis économiques de PSA dans le fait de l'embargo contre l'Iran, dont l'Iran est victime, notamment du fait des exportations. C'est quelque chose qui a été totalement... Mais ça, en plus, c'est une part importante. Tous les groupes radicaux ont toujours dénoncé le gauchisme sur la crise. L'apport essentiel de Marx, c'est d'avoir montré que le capital, à partir du moment où il entre dans la domination réalisée de la marchandise, entre dans une période de crise mortelle, objective. On voit tout le temps les gauchistes vous dire « mais les patrons, ils ont de l'argent, les patrons, ils ont de l'argent ». C'est pas le sujet, ça c'est du proudhonisme. Depuis Marx, c'est pas le discours qu'une pensée radicale a. Il y a objectivement aujourd'hui une situation de crise qui est cataclysmique et le capital connaît une crise insurmontable. C'est pas en racontant des sornettes sur les patrons du fric. Bien sûr que les patrons du fric, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que justement sur la base des groupes radicaux qui ont suivi la Première Internationale, nous avons aujourd'hui, à travers le capital, à travers les Grundrisse, un outil méthodologique pour comprendre non seulement la teneur, l'étendue, mais la profonde réalité de cette crise. Donc c'est ça qui est décisif, comprendre la crise. Qu'est-ce qui pourra faire tomber ce château de cartes ? Alors, le château de cartes, comme vous dites, ça renvoie à Marx et ça renvoie à Hegel, et ça renvoie à un concept qui est très très important, qui est le concept de l'auto-invalidation. C'est-à-dire que, contrairement aux pensées de droite et de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche, ce que les groupes radicaux dans la mouvance radicale et maximaliste qui a suivi Marx et la Première Internationale, c'est que l'émancipation des êtres humains sera l'œuvre des êtres humains eux-mêmes. Pas de chefisme,
pas de dirigisme, pas de partitisme. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut une organisation pour diriger les gens, ça, c'était bon pour toutes les révolutions de la soumission et de la servitude. Ce que montre Marx, c'est qu'il y a à un moment donné un renversement objectif. C'est-à-dire que l'emballement illimité du capital dans le crédit pour effectivement la planche à billets, en même temps la dématérialisation, c'est-à-dire que Marx n'a pas écrit sur le capital du 19e, il n'a même pas écrit sur le capital du 20e, il a écrit sur le capital du 21e siècle. Quand on lit le Capital, les Grundrisse et l'ensemble des textes qui forment ce qu'on appelle la critique de l'économie politique, il y a déjà l'informatique, il y a déjà Bretton Woods, il y a déjà les accords de la Jamaïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui bossent sur la loi de 73, sur la loi de 82, sur la loi... Il y a tout ça déjà chez Marx. Le problème, il n'est pas de détailler, comme si on était à la chasse aux papillons, tous les paliers épiphénoménaux de la réalité. Ce qu'il faut, c'est comprendre le concept radical qui fait que le capital est une crise de surproduction permanente. Et que cette crise de surproduction permanente, il l'a déplacée en anticipant des ventes qui ne viendront jamais. Et on est aujourd'hui en train d'obtenir ce que Marx appelait le renversement du crédit, le travail du négatif que citait Hegel, c'est-à-dire qu'on entre dans la négation de la négation. C'est-à-dire que le capital aujourd'hui est arrivé au point où l'économie de sa production ne peut plus produire son économie. Et ce travail-là, c'est ce que j'essaie de montrer alors il faudra en parler pendant des heures, mais dans L'être contre l'avoir, quand j'explique la vérité financière de la crise actuelle, ça renvoie justement au livre 2 et au livre 3 du Capital. Marx a montré que dans la situation où nous étions là maintenant, il allait y avoir un renversement mondial de l'ordre économique, et que ce renversement mondial, il devient la crise de l'implication réciproque, prolétariat-capital. Le capital fait le prolétariat fait le capital, il y a une implication réciproque, mais là, à ce moment objectif où toute la dynamique de crédit se renverse sur une saturation des marchés gigantesque et sur une baisse du taux de profit qui est absolument délirante, on atteint le point où précisément il y a la crise de l'implication réciproque. Eh bien, nous terminerons là-dessus. Merci beaucoup Francis Cousin. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, L'être contre l'avoir. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Aux éditions Le Retour aux sources. Merci beaucoup. Merci. Thank you.